Et ces problèmes vont pas se résoudre par miracle, hein, puisque comme je l'avais dit, hein, ces problèmes de dette viennent de quoi? Du fait que les 2/3 des Ukrainiens n'arrivent plus à payer leurs factures à cause des hausses continues des tarifs de gaz, d'électricité et de l'eau imposées par le FMI et la politique désastreuse des autorités de Kiev. Et c'est pas la dernière hausse des tarifs de gaz de 23,5% qui va améliorer la situation. Hein, et bon, leurs factures, ils ne les payent pas à Naftogaz, ils les payent à l'opérateur local. Donc, quand ils ne le payent pas, ben, ce dernier ne peut pas payer Naftogaz pour le combustible, et puis il finit par fermer le robinet de gaz, hein, lorsque la dette atteint des niveaux qui sont inacceptables. Alors, on n'est quand même pas en hiver, hein, puisque l'hiver ne commence que dans un mois. L'hiver a commencé, la saison de chauffage a déjà commencé, et le gros problème, comme je l'avais indiqué cet été, c'est que maintenant Kiev ne peut plus subventionner ce secteur pour alléger la facture des ménages, puisque le FMI a demandé de cesser cette pratique. Donc, si Kiev n'augmente pas les tarifs du gaz, le FMI coupe le robinet d'argent dont l'Ukraine a besoin pour survivre. Et si Kiev fait ce que le FMI demande, il continue de se torpiller. Donc dans un cas comme dans l'autre, comme j'ai dit, on ne va pas aller vers une amélioration. Il y a encore 30% il y a encore une trentaine de pourcents d'augmentation du tarif des gaz, du gaz. Début de l'année prochaine, ils ont essayé de reporter après les élections pour essayer de faire passer la dragée, mais là je crois que ça va pas passer. Puisque je rappelle que dans les 5 années à venir, l'Ukraine doit quand même sortir près de 33 milliards de dollars pour payer ses dettes, et que le pays est très loin de générer assez d'argent pour payer tout ça, hein, sans parler des 3 milliards de dollars par an que l'Ukraine va perdre dès 2020, hein, en même temps que le contrat de transit de gaz avec Gazprom, et que là, la procédure d'appel a été enfin lancée à la Cour de Londres là, concernant la fameuse dette de 3 milliards plus les intérêts, hein, que l'Ukraine doit à la Russie, hein, ce qu'ils appellent la fameuse dette Yanukovych. Et que, on espère que d'ici la fin de l'année prochaine, ça sera enfin jugé. Donc, s'ils doivent payer à ce moment-là, on sera même plus à 5, je pense qu'on sera à 6 milliards au total, parce que les intérêts continuent de courir depuis 2014. C'est clair, oui. Là, sans l'aide du FMI, le pays est en état de faillite, mais même avec l'aide du FMI, ils vont quand même être en état de faillite aussi. Vous changez pas grand-chose. C'est merveilleux. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que malgré ces déboires financiers et l'échec pour l'instant de la saisie des avoirs de Gazprom, hein, dans ce fameux bras de fer judiciaire qui oppose Naftogaz à son homologue russe, les dirigeants de la société de gaz ukrainienne, eux, ne semblent pas souffrir tant que cela de la situation, puisque d'après des médias ukrainiens, hein, le directeur du développement commercial de Naftogaz, Yuri Vitrenko, aurait sorti du pays 4,5 millions d'euros, pendant que le directeur général de la société, Andrei Koboliev, a sorti 6,3 millions d'euros qui sont venus s'ajouter aux 7,5 millions de dollars qu'il a envoyés à sa mère aux États-Unis en septembre. Purée. Voilà. Alors pour ceux qui se demandent d'où sortent ces fonds, il semble que ça fait partie des bonus qui avaient été accordés aux dirigeants de Naftogaz suite justement à ce jugement de la Cour d'arbitrage de Stockholm, hein, en défaveur de Gazprom et donc en faveur de Naftogaz. Donc ils avaient sorti le champagne et le chéquier. Mais après que la Cour d'appel de Svea ait suspendu la décision, aucun des dirigeants de Naftogaz n'a rendu le bonus indûment touché. Ça s'appelle du détournement de fonds, du vol. Enfin, et le bonus, il correspond assez à la dette de gaz. Ouais, plus ou moins, c'est ça. Hasard, tu peux éponger la dette des deux opérateurs que j'ai mentionnés, rien qu'avec les montants qui se sont mis dans les poches. Hein, alors, pendant que les dirigeants de Naftogaz s'enrichissent, le pays, lui, s'enfonce de plus en plus. Hein, donc, ce cher Igor Mossichuk, qu'on peut difficilement qualifier d'agent du Kremlin, quand lui, il te dit que l'Ukraine est de facto sous le contrôle du FMI et des multinationales et que cette situation va mener à l'extinction complète du pays, si même lui, il en vient à la même conclusion que celle que j'ai énoncée depuis un bon moment, à savoir que l'Ukraine se somalise à vitesse grand V et qu'elle fonce vers le mur de sa disparition, je pense que là, il est vraiment temps de s'inquiéter. Je pense que là, il y en a qui ont du mouron à se faire en Ukraine. Hein, parce que quand même Mossichuk te sort la même chose que moi en termes de conclusion sur l'avenir de l'Ukraine, il a juste 2 ans de retard, hein, peut-être, non? Ouais. Bon. Là, ça devient inquiétant quand même. D'ailleurs, même d'autres officiels que Mister Mossichuk commencent à dire la vérité sur certains délires de Poroshenko & Co. J'ai hésité à le mettre dans le pendant ce temps-là à Kiev, celui-là aussi. Mais je trouve pas ça drôle en fait. Puisque je rappelle, donc début septembre, on avait parlé de cette lubie de Kiev, d'utiliser les infrastructures des ports de commerce
la mer d'Azov, à savoir Berdiansk et Mariupol, pour créer une base militaire en mer d'Azov. Alors, on avait même eu droit au délire du chef adjoint de l'état-major de la marine ukrainienne, Andrei Ryzhenko, qui avait même dit que la base en question devrait être mise en place avant la fin de l'année 2018. Je rappelle qu'on est déjà au mois de novembre. Hein. Non, ils prennent leur rêve pour des réalités, voilà tout. Hein. Voilà. Même pas un mois et demi pour construire une base navale à Berdiansk, pour soi-disant neutraliser la menace provenant des mines sous-marines russes. Ouais. Des mines sous-marines russes en mer d'Azov, je pense qu'il ne doit pas y en avoir tellement. Par contre, des mines sous-marines ukrainiennes, ouais, il y en a un paquet. Ouais. Sauf que là, la petite propagande officielle vient de se prendre bon coup de taquet dans la gueule par derrière, de la part de nul autre que ce cher Georgi Touka, hein, le vice-ministre ukrainien des territoires provisoirement occupés et des personnes déplacées, qui a balancé que les autorités ukrainiennes ne disposent ni des moyens ni du temps nécessaire pour mettre en pratique ce petit projet délirant de construction de base navale sur les côtes de la mer d'Azov. Il a dit « Je ne m'associe pas aux déclarations selon lesquelles nous allons construire une base à Berdiansk ou à Mariupol et aurons un mois plus tard une flotte puissante. Cela ne correspond pas aux réalités contemporaines ni aux besoins de la conduite de la guerre, y compris de la guerre sur mer. » C'est ce qu'il a déclaré dans une interview sur la chaîne ukrainienne Pryamoy. Selon lui, la construction de cette base exige d'énormes ressources financières et beaucoup de temps que Kiev n'a pas. Bah oui. Hein, il a dit la thèse selon laquelle l'Ukraine a la possibilité par la voie militaire de répondre à la flotte militaire russe ne correspond absolument pas, à mon avis, à la réalité. Non, je te confirme, il n'y a pas qu'à ton avis, non. Ouais. C'est du délire. Donc voilà. Pourtant, ce mec-là est un russophobe fini. Hein. Il nous avait déjà sorti 2-3 bons délires. Hein. On l'avait déjà eu, je crois, pendant ce temps-là à Kiev, ce monsieur. Donc, c'est pas vraiment un porte-parole du Kremlin. Hein. Donc, quand lui-même, il te dit que là, ça devient du délire carabiné... Il est suicidaire, le garçon. Il va peut-être perdre son poste avec ça. Hein. Ouais. Vraiment, ben là, quand on vient à ça, quand tu vois que la propagande officielle ukrainienne en vient à des délires comme ça, c'est là que tu vois le truc fin de règne. D'ailleurs, en termes de, donc pour les élections qui arrivent, les différents mouvements d'opposition, donc entre autres le bloc d'opposition et le fameux mouvement de Viktor Medvedchuk, choix du peuple, ont décidé en fait de fusionner. Et ils présenteront un seul candidat. D'accord. Pour éviter la dispersion des voix, pour essayer d'arriver à faire passer leur candidat. Donc, ça sera M. Boyko, ce ne sera pas Medvedchuk. Je regrette, j'aurais préféré Medvedchuk. Donc, on va voir s'il a ses chances. Mais bon, je ne suis quand même pas très optimiste. Je pense que pour l'instant, Tymoshenko est toujours bien placé, malheureusement. Là, pour l'instant, elle fait campagne en promettant de diviser le prix du gaz par 2 si elle est élue. Oui, vachement, oui. Elle va encore avoir des emmerdes avec le gaz. C'est une spécialiste. Oui, c'est ça. Donc, c'est là, je pense que ils foncent vraiment dans le mur en Ukraine et je pense que ça va être très très mal parti. Et d'ailleurs, preuve que les gens sont bien conscients de ce que vaut le gouvernement ukrainien. On continue avec Google Maps. Puisque pendant ce temps-là, à Kiev, on avait eu, je rappelle, la Rada suprême transformée en trahison suprême. Oui. Et ben maintenant, on a le cabinet des ministres transformé en cabinet des monstres. Voilà. Donc, de nouveau, c'est un utilisateur de Facebook qui a publié une petite capture d'écran qu'on mettra sur la vidéo, qui montre donc une carte Google Maps sur laquelle, au lieu du cabinet des ministres, il est écrit cabinet des monstres. Mérite que ça. Ouais. Il a commenté en disant quelqu'un s'amuse dans Google Maps. Effectivement, il semble qu'il y en a un petit paquet là qui s'éclate. Hein, parce que bon, après le renommage de la Rada, voilà le renommage du gouvernement ukrainien. Il semble que cette modification n'est visible que dans la version ukrainienne de Google Maps, pas dans les autres. Mais ça en dit long quand même. Hein. Ça en dit long. Quand les mecs qui disent que leur député c'est la trahison suprême et que le gouvernement c'est le cabinet des monstres. Ouais. Et encore, c'est paisible là pour l'instant. Hein. Mais là, si les gens ont plus de quoi se chauffer cet hiver, je pense que ça va pas rester paisible très longtemps. Oui, oui, c'est clair. Je pense que, ouais.
moi j'ai discuté avec pas mal, justement avec des gens là pendant les élections, etc. Et il y en a qui commençaient quand même à dire que ça commence à sentir quand même le risque pour un nouveau Maïdan, parce que ils disaient si les gens ils ont pas de chauffage et qu'ils se pèlent les meules pendant tout l'hiver, ça... Oui. Là, il y a quand même un risque que ça leur pète à la tronche. Je sais pas, parce que le niveau d'inertie du peuple ukrainien est quand même énorme, parce qu'ils ont très peur. Ils ont très très peur, pas seulement de la répression, mais de ce qu'ils pourraient récolter. Ils se disent que s'ils refont un nouveau Maïdan, ils risquent de récolter encore pire que ce qu'ils ont récolté après le précédent. Ce qu'ils peuvent comprendre. Donc, puisqu'après chaque Maïdan, ils ont récupéré encore pire que la fois d'avant. Oui, mais parce qu'ils ont été manipulés et puis ils ne l'ont pas vu arriver surtout. C'est ça. Ils ont laissé faire cette récupération par des mouvements néo-nazis, entre autres lors du Maïdan précédent. Mais donc, là, ça schlingue quand même. Hein. Ils essayent d'éteindre l'incendie localement, comme à Kryvyi-Rog, où ils ont dit à Naftogaz, ouvre le robinet de gaz, parce que les gens commençaient à manifester un peu violemment. Mais il y a un moment où ils n'y arriveront plus, quoi. Je veux dire, financièrement, l'Ukraine est au tapis, malgré toutes les promesses du FMI, qui dit oui, si vous augmentez les tarifs du gaz et si et ça, on vous donnera du pognon. Il faut savoir qu'il y a quand même une règle du FMI qui est habituellement, en tout cas, de ne pas prêter à un pays moins d'un an avant les prochaines élections présidentielles, etc. Oui, bon, ça, les règles... Ils s'assoient dessus, leur propre règle. Oui, ils s'assoient dessus, mais enfin, là, je pense qu'ils vont mener l'Ukraine en bateau, parce que le but du FMI n'a jamais été de sauver l'Ukraine. Hein. Le but du FMI, c'est de mettre l'Ukraine en esclavage par la dette. Faut quand même pas se leurrer. Partout où le FMI passe, les économies et les États trépassent. On l'a vu. Je veux dire, la Grèce, il suffit de regarder l'état de la Grèce. Si vous arrêtez de lire les médias occidentaux qui vous disent que la Grèce est sauvée, que vous allez voir ce qui se passe réellement sur place. Voilà. Là, l'Ukraine, j'ai donc une amie qui a de la famille qui est toujours en Ukraine. Qui me disait que dans son village, il y a une amie de sa famille qui s'est suicidée, qui s'est donné la mort parce que elle ne pouvait plus payer ses factures de gaz et que donc c'est une personne qui est à la retraite et qui devant le fait de se retrouver complètement en faillite personnelle, etc. Et elle a préféré se donner la mort. D'accord. Voilà, c'est ça la situation en Ukraine. C'est des gens qui n'arrivent même plus à se chauffer, à payer l'électricité, et qui en viennent à des extrémités comme ça. Et tous ceux qui peuvent fuir le pays, ils le fuient, comme l'a dit Mossichuk. Je vois pas un avenir radieux pour l'Ukraine. Je vois pas un avenir radieux pour l'Ukraine. Moi, je vois une descente aux enfers. Et je vois pas quel leader d'opposition va avoir la capacité de résister, entre autres, à tous ces groupuscules et partis néo-nazis qui ont fleuri depuis le Maïdan. J'espère que le candidat de l'opposition, la Boyko, qui va être très bien protégé, parce que je pense que ça va être très dangereux pour lui. Je rappelle que lors des élections municipales qui avaient eu lieu en Ukraine récemment, après le Maïdan, il y a eu des candidats qui se sont fait tirer dessus, tabasser, tous ceux qui exposaient, on va dire, un programme qui n'était pas conforme à la doxa de Kiev, se sont fait menacer par tous ces groupuscules ultranationalistes et néo-nazis. Donc c'est un petit peu ma crainte pour M. Boyko. Donc ça, c'est vraiment ma grosse peur. Et puis qu'il se fasse boycotter par les médias, puisque je rappelle que la Rada avait menacé de faire fermer les chaînes 112 et News One pour avoir simplement diffusé des gens comme M. Viktor Medvedchuk, qui appelait simplement à appliquer les accords de Minsk. Donc, je veux dire, un truc ultra, révolutionnaire, je veux dire. Donc, je pense que c'est quand même très très mal parti. Et là, s'ils n'arrivent pas à obtenir de toute façon une prochaine tranche du FMI, ils sont morts. Je veux dire, financièrement, ils sont morts. Donc voilà, c'est ça la situation. En tout cas ici, là, comme maintenant ils se manageaient de manière régulière, je pense que ça va un peu se calmer au niveau des tirs. Puisque on a déjà remarqué régulièrement, c'est pas la première année que généralement dans ces conditions climatiques là, les soldats ukrainiens restent bien au chaud et puis
se tiennent un peu plus tranquilles que d'habitude. Donc ça va peut-être nous permettre un certain répit si ça se poursuit comme ça pendant l'hiver. En tout cas, je l'espère. L'investiture de Pouchiline a lieu la semaine prochaine. Donc, il va être investi pleinement comme chef de l'État. Il nommera son gouvernement à ce moment-là. Pour l'instant, on n'en sait pas plus s'il va garder l'équipe qu'il avait jusqu'ici ou s'il va y avoir des changements. Pour l'instant, il a pas trop dévoilé d'informations là-dessus. Il entretient un petit peu le mystère. Donc, on va voir. Situation à suivre en tout cas, et j'espère qu'on va avoir un hiver relativement calme sur le front. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour le prochain site-rep. Ça marche. Merci Christelle, bonne soirée, et puis samedi prochain. Samedi prochain. Au revoir. Au revoir.